La localité de Nkambé, dans la région du nord-ouest Cameroun, était restée jusque-là inviolée depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans la partie anglophone du Cameroun. Cet îlot de paix a été ensanglanté le dimanche 11 février, au moment où les jeunes défilaient pour marquer la journée à eux consacrée. Des groupes armés séparatistes y ont explosé une bombe faisant un mort et plusieurs personnes amputées. C'est un contexte sécuritaire qui se greffe à une autre crise énergétique sous laquelle ploient, suffoquent les Camerounais dans les ménages et dans les industries. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur le plateau de la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Bienvenue. Pour les 52 prochaines minutes, nous serons en compagnie d'un expert financier agréé CEMAC. David Kuaté, bonjour et bienvenue sur le plateau de la Rétro. Madame, bonjour. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et surtout à votre président directeur général qui met votre télévision à la hauteur internationale et mondiale. En son nom, je vous remercie. Ce n'est que le début. On a l'intention d'aller plus loin. Alors, une fois n'est pas coutume, David Kuaté, nous allons entamer cette émission par le sport. Eh bien, la CAN 2023, la CAN Côte d'Ivoire, bien entendu, est désormais derrière nous. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, est sorti en 8e de finale. Alors, cela a-t-il douché votre enthousiasme à rester focus sur la compétition? Non, je n'ai pas été très perturbé pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, à l'époque, on disait que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Maintenant, on dit que le Cameroun est un continent. Ce qui veut dire que ce soit la Namibie, l'Afrique du Sud, la RDC et les autres pays, ça nous a fait plaisir de découvrir que le football évolue et que le Cameroun doit encore travailler sa pépinière pour reprendre encore les lauriers d'avant. Merci beaucoup. Et on va comprendre dans quelques minutes pourquoi le président de la République il est monté au créneau pour dire on va se ressaisir, on va mériter la réputation de pays de football que nous avons été depuis des décennies. Alors, la Côte d'Ivoire repêchée dans sa poule presque dernière est au final la meilleure équipe de la compétition. Nous allons revenir sur cette CAN qui a été baptisé par certains de Cannes, des grandes surprises avec le doigté de notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Aimé Catherine Moukouri. Cannes 2023, la compétition a pendant plus d'un mois tenu en haleine les fans de football. D'une intensité rare, le plus grand rendez-vous sportif sur le continent a battu de nombreux records. Tout d'abord, celui du nombre de buts inscrits en une édition, 117, soit une moyenne de 2,38 buts par match. Le sacre de meilleur buteur reviendra à Emilio Nsoué, qui fait l'exploit de garder son titre malgré l'élimination de son équipe en 8e de finale. Record de nombre de tirs au but arrêtés lors d'un tournoi grâce au gardien sud-africain Ronwen Williams. Il en aura sorti 6 à lui seul au cours de 3 rencontres. Record d'audience pour une CAN avec près de 2 milliards de personnes qui ont suivi les matchs dans plus de 80 pays selon la Confédération africaine de football. Et la couverture médiatique de 680 hommes et femmes de médias. Autre fait marquant, le parcours des outsiders, devenus des nations à prendre au sérieux sur le continent, l'Angola, le Cap-Vert, la Mauritanie, qui ont fait un parcours remarquable. À noter aussi l'éveil de pays passés par une longue période de disette, comme la Guinée, qualifié pour les quarts, le Congo, de retour en demi-finale près de 10 ans plus tard.
Paradoxalement, la chute des grands aurait été une surprise lors de cette compétition. Le Sénégal, tenant du titre, sorti en huitième de finale. Le Maroc, demi-finaliste du mondial 2022, éliminé aussi en huitième. Comme le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Et le géant égyptien, évincé tout aussitôt. Et toute l'Afrique du Nord qui disparaît dès la deuxième phase. Cette CAN aura été celle des drames pour les coachs. 6 d'entre eux perdent leur poste. Si on compte un démissionnaire comme Tom Saintfiet de la Gambie, on note plus de limogeages. Celui de Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire en cours de compétition aura été un des plus marquants. L'organisation ivoirienne, vivement saluée, avec des infrastructures de qualité, des dispositifs sécuritaires importants et l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien, aura connu comme couac majeur la problématique de la billetterie. Elle aura freiné la mobilisation dans les stades lors des matchs de phase de poule. Une situation presque effacée par l'engouement enregistré lors des huitièmes avec 70% voire plus des gradins remplis lors des matchs. La CAN 2023 aura vu le triomphe du pays hôte, la Côte d'Ivoire, porté par un coach africain Emers Faye comme en 2021 et 2019. Une folle épopée des éléphants qui gardent la coupe à la maison, telle la Tunisie 20 ans plus tôt. Merci Aimée Catherine Moukouri, votre équipe et vous nous avez permis de vivre grandeur nature cette belle fête de la Coupe d'Afrique des Nations sur Canal 2 International, diffuseur officiel. Alors, on retourne sur ce plateau avec vous, David Kouyaté. En 1984, la Côte d'Ivoire a accueilli cette CAN. 40 ans après, elle la réorganise et en sort vainqueur. C'est vrai que le Cameroun, qui était vainqueur à l'époque, est parti au beau matin pour parler des huitièmes de finale. Quelles sont les leçons que vous tirez de ce rendez-vous de la CAN en Côte d'Ivoire? D'abord, je pense que nous devons faire confiance aux joueurs locaux. J'ai constaté qu'au cours de cette CAN, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Afrique, particulièrement en RDC, en Afrique du Sud, en Angola. Vous savez que l'essentiel des joueurs des pays de l'Afrique australe évoluent dans des grands clubs au Soudan, en Égypte et particulièrement en RDC, à Tout-Puissant Mazembe et à Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. J'ai trouvé des joueurs qui étaient très excellents, de très bons gardiens. J'ai trouvé aussi l'arbitrage qui était excellent avec la VAR. Désormais, il y a toute une pléthore d'arbitres qui vérifient s'il y a un penalty, s'il y a un hors-jeu, etc., etc. Ce qui veut dire que l'arbitre central actuellement a des assistants, des vrais assistants, qui vérifient techniquement pour savoir. Mais je voulais aussi dire qu'il y a l'organisation. L'organisation était très très bonne. Les stades ont été très bien faits. Et puis les spectateurs ont animé la CAN. Et je n'ai pas été là-bas, mais j'ai des amis qui y étaient. Les hôtels et les lieux ont accueilli bien tous ceux qui sont allés là-bas. C'était une très grande rencontre africaine. Vous avez parlé de la formation, la pépinière à la base, justement. C'est le moment peut-être de relancer le football camerounais à la base, parce que l'une des critiques qui ont été portées à l'endroit de notre équipe Fagnon, c'était le fait qu'on ait des visages qu'on ne reconnaisse pas à plus de 50-75% des joueurs importés et qui n'avaient peut-être pas l'ancrage républicain, l'ancrage patriotique pour défendre bec et ongle les lions indomptables. Mais il y a de cela quelques années, nous avons constaté que les joueurs évoluaient suivant un certain processus. Donc un Camerounais pouvait faire un classement parce qu'on connaissait nos joueurs. Il se trouve que depuis quelques années, bien qu'il y ait beaucoup d'écoles, parmi l'école de football de Brasserie, Kajisport Academy et d'autres écoles, nécessairement ce n'est pas ces enfants qui se retrouvent à l'équipe nationale. Donc j'ai constaté avec beaucoup d'amertume qu'à la veille de la CAN, il y a un certain nombre de joueurs qui ont surgi et nécessairement il n'y a pas la synergie pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés, premièrement. Deuxièmement, j'ai également constaté qu'il y a des anciens joueurs cadres qui ont l'expérience, qui ont été écartés et ce sont eux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner, parmi lesquels Max Gradel, parmi lesquels également, comment est-ce qu'il s'appelle, leur capitaine et beaucoup d'autres joueurs qui étaient avant avec Drogba. Ils ont évolué dans l'équipe de Côte d'Ivoire, ils sont venus encadrer les jeunes et ça donne le résultat qu'ils ont trouvé. D'accord. On vient d'écouter également un autre volet sur les infrastructures, les stades, les routes, les hôtels.
nous, au Cameroun, on a des leçons quand même à recevoir de la Côte d'Ivoire sur ce plan-là, puisque nous avons encore des stades inachevés, des routes qui sont encore en construction, puisque des routes qui ont été lancées pour accueillir la CAN au Cameroun sont encore en chantier. On n'aura pas honte d'apprendre de la Côte d'Ivoire sur ce volet-là, quand même. Ben, je ne dirais pas qu'on a à apprendre de la Côte d'Ivoire. Je dirais qu'on doit être tout simplement sérieux. C'est-à-dire lorsque le chef de l'État donne des missions à nos frères, à nos compatriotes, chacun doit faire son travail comme cela se doit. Au Cameroun, il y a des hôtels, mais la plupart de ces hôtels ne sont pas aménagés comme cela se doit. Actuellement, à Douala, nous n'avons pas 8 hôtels qui ont vraiment une valeur reconnue internationalement. Mais comment comprendre que plusieurs années après la CAN, les infrastructures qui étaient entamées, qui avaient des projets infrastructurels pour accueillir la CAN qui est déjà passée au Cameroun, on en soit encore en train de poursuivre les chantiers qui, certains n'ont même pas encore atteint 50% de taux d'exécution. Je parle par exemple de la pénétrante est de la ville de Douala. Il serait prétentieux pour moi de juger le travail qui est fait sur le terrain par ces acteurs. Ils ont leur cahier de charge, ce sont eux qui savent ce qu'ils ont à faire. Avec un délai d'exécution. Il m'est permis quand même d'aller à la sortie est de Douala, particulièrement au niveau de Yassa. J'ai constaté qu'il y avait du très bon travail qui a été fait, parce que le sol a été très bien travaillé. J'ai constaté qu'il y avait des moellons. J'ai constaté qu'il y avait un certain nombre d'agrégats de carrières qui étaient utilisés pour stabiliser le sol, parce que c'est l'entrée de Douala. Oui. Il y a des gros porteurs, il y a beaucoup d'autres engins qui y passent, donc c'est une route qui doit être mieux travaillée. Seulement, les délais sont là, c'est-à-dire l'exécution est lente par rapport à ce que nous aurions attendu. Je ne sais pas si c'est un problème technique, je ne sais pas si c'est un problème de trésorerie, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais dans On a tous les changé plusieurs fois les entreprises adjudicataires. Alors, on va en parler tout à l'heure, puisque vous êtes expert financier, nous allons questionner les effets financiers, les effets économiques des changements permanents des entreprises adjudicataires dans un chantier comme celui-là. Alors nous allons rester sur le versant sportif avec l'adresse à la nation. Le président Paul Biya, le 10 février dernier, n'a pas manqué de relever la faible performance des Lions indomptables à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le président dit avoir compris l'amertume des Camerounais et que des choses sont prises en main pour corriger le tir. Reportage Joël John 3. Mes chers jeunes compatriotes, Rarement le chef de l'État a débuté une adresse à la jeunesse par le sport, mais une fois n'est pas coutume. Ce 10 février 2024, Paul Biya, avant d'aborder d'autres questions essentielles, consacre, et ce dans un style adapté à ses interlocuteurs, environ 3 minutes à l'analyse de la participation des Lions indomptables à la CAN 2023 de football. vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos Lions indomptables. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. Mais la victoire, poursuit le président de la République, n'est pas le fait du hasard. Il résulte en plus du talent, de la discipline et surtout d'une bonne organisation. Chose qui manquerait pour le moment à notre football, et pour cela, l'État est en droit de demander des comptes. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Pour atteindre ces résultats escomptés, le chef de l'État dit avoir pris ses responsabilités. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. À l'analyse, ces instructions signifieraient bannir du football tout acteur ou comportement qui ne favorise pas l'expression des talents. Depuis un certain temps, on fait plus dans les intrigues que dans le travail. Nous sortons d'une Coupe d'Afrique, c'est le rendez-vous des compétences, c'est le rendez-vous de ceux-là qui sont capables d'apporter quelque chose de positif. Ne pas faire avec des petits copains, ne pas faire avec des amis. C'est-à-dire vous êtes compétent, on fait avec vous. Vous ne l'êtes pas, vous avez le choix, soit apprendre à être compétent,
ou vous allez être botté sur la touche. Paul Biya remet donc la balle au centre, aux acteurs maintenant de se remettre en question. Le reportage est signé Daniel Anissé Boudjé. Alors, David Kouyaté, le président de la République parle des problèmes d'organisation, des mesures ont été prises, une instruction a été faite à l'endroit du ministère des Sports. On a tout fait dans les chaumières d'y voir un désaveu du président de la République vis-à-vis des leaders, des gestionnaires de la FECAFOOT. Quelle lecture vous en faites de cette sortie du président de la République? Je pense tout simplement que, comme tous les Camerounais, le premier sportif a assisté à notre fiasco. Il n'est pas du tout fier. Comme moi, je ne suis pas fier. Vous n'êtes pas fier du tout. Ce n'est pas le niveau du Cameroun. Cette canne n'a pas reflété notre niveau réel. Sûrement, il a essayé de décortiquer. Il a diagnostiqué ce qui s'est passé. L'organisation n'a pas été bonne. Et Dieu seul sait combien est-ce que le Cameroun investit pour qu'il puisse nous ramener le trophée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, il a diagnostiqué, il a fixé également le cap. Parce que, non seulement lui-même, il suit les matchs de football, et vous savez ce que le football représente pour le Cameroun, mais surtout, il a fixé le cap. Les choses seront réorganisées. Nous ne pouvons pas jeter l'anathème. Nous ne pouvons pas faire de la divination pour savoir si c'est tel ou tel qui est visé. Nous ne sommes pas dans les spéculations des réseaux sociaux. Donc, nous estimons qu'il y a un ministère qui s'en occupe. Il y a des différents directeurs et des personnes qui sont habilitées à encadrer notre équipe de football pour que nous puissions avoir de bons résultats. Alors David Kouyaté, à la suite de ce fiasco, comme vous l'avez qualifié d'ailleurs, la performance des Lions indomptables, il y a des Camerounais qui ont dit l'organisation de la FECAFOOT ou de nos performances au niveau du football ressemble ou alors est à l'image de l'organisation de tous les secteurs au Cameroun. Qu'est-ce qui marche pour que le football marche? Il est temps qu'on s'asseye et qu'on remette tout à plat. Il y a des problèmes d'électricité, il y a les problèmes des routes, et la vie coûte de plus en plus cher. Comment sortir définitivement de ce contexte où, dans tous les secteurs, c'est le fiasco? Si on s'en tient aux commentaires, nous sommes journalistes, on va sur le terrain, on prend le pouls. Ça va de plus en plus mal et ça ne pourrait pas aller bien pour le sport. Le sport, ce serait un miracle si ça se portait bien. Ben écoutez, je pense qu'il y a quelques années, lorsque nous avons gagné la CAN, il n'y a pas eu tous ces commentaires. Vous savez, les autres équipes africaines ont la volonté et le droit d'avoir aussi le trophée. Le Cameroun ne peut pas gagner à chaque instant. Et il faut qu'on évite les corrélations entre notre défaite et les autres affaires internes. Nous faisons partie d'un monde. C'est un système, non? C'est un système, certes. Je veux vous rappeler que la FECAFOOT dont vous évoquez tout à l'heure n'est que l'un des compartiments d'un ministère. Il y a la fédération de cyclisme, il y a la fédération de beaucoup d'autres sports. On ne doit pas faire une fixation uniquement sur la fédération camerounaise de football. Et je vais vous dire, je suis... Le football, c'est le sport roi, puisqu'on voit... Certes. Combien ça charrie des passions, des investissements. Certes, toutes choses étant égales par ailleurs, il ne faut pas, parce que nous n'avons pas ramené le trophée de la CAN, vouloir tout mêler, faire une corrélation. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas ramené le trophée qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas entreprenants. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas ramené le trophée qu'il y a des Camerounais qui ne payent pas normalement leurs impôts. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas ramené le trophée. Ce pays nous appartient à nous tous. Et l'organisation du football, la Fédération camerounaise de football, sa gestion est autant complexe que le Cameroun. Vous donnez peut-être un peu raison à ceux qui disent les performances des Lions sont un peu à l'image de ce que nous vivons au quotidien. Nous allons mettre également en index ou alors sous les projecteurs cet autre Camerounais qui est en chemin pour Dubaï. Ce sont les arts martiaux, jusqu'ici d'après les informations que nous avons pu glaner et on le verra dans le reportage de Stéphane Mouret. Il s'en va à Dubaï, mais jusqu'ici, il se bat tout seul. Reportage. Véritable chemin de croix pour Alex Mabali, bodybuilder professionnel. En 10 ans de carrière, il fait toutes ses classes, performant à chaque fois.
4 fois champion du littoral 2020, 2021, 2022, 2023, couronné du titre national en octobre avant de représenter le Cameroun à Lagos, ville nigériane pour l'IFBB, International Fitness Bodybuilding, où il termine 4e africain. Le bodybuilding au Cameroun n'est pas facile pour nous les adeptes. J'ai fait pratiquement 3 jours de route pour arriver au lieu de la compétition et j'étais déjà épuisé. Dans la place de 4e que je suis sorti, 4e d'Afrique, il y avait aussi la fatigue, l'insomnie. Des difficultés qui n'arrêtent pas le compétiteur, ce dernier lançant un appel pour la prochaine compétition. J'ai une difficulté financière. Présentement, il me faut le billet d'avion, le logement à Dubaï pour participer à cette compétition où j'irai représenter mon pays qui est le Cameroun. Ndoko Bekwa, pratiquant et coéquipier d'Alex par la même occasion, fait face aux mêmes problèmes. Toutefois, il croit dur comme fer aux chances du champion. Il est toujours en train de travailler pour le devant. Et bientôt même, par rapport à son travail, il est appelé à Dubaï tous ces derniers temps. Et là-bas, il ira pour représenter le pays, le Cameroun. Du 24 au 26 février prochain, l'originaire de la Sanaga maritime représentera le Cameroun à Dubaï pour le Beach Muscle. Occasion toute trouvée pour les personnes de bonne volonté de soutenir le lion indomptable du bodybuilding. Eh bien, il se débrouille par ses propres moyens pour aller glaner des trophées des lauriers pour le Cameroun. Aujourd'hui, on est heureux de célébrer Francis Ngannou, mais on sait comment il s'est battu tout seul, traversant, bravant le désert. Il aurait pu être avalé par les requins de la mer pour rallier l'Occident. Aujourd'hui, on est tous contents de dire Ngannou, c'est le continent, c'est le plus fort. Il représente la fierté du Cameroun dans les arts martiaux. Et voilà encore notre cas. David Kouyaté, n'est-il pas temps qu'on se ressaisisse et qu'on s'investisse dans des domaines qui peuvent véritablement nous apporter des résultats probants, des résultats sûrs, comme c'est le cas de ce dernier. Il était au Nigeria, il est arrivé par pirogue, tout seul. Donc, certainement, on a beaucoup de cas comme ça dans notre écosystème, des Ngannou pleins, mais qui ne sont pas accompagnés efficacement. Ben écoutez, c'est triste. C'est pathétique que des Camerounais qui aiment tant le pays se retrouvent dans la précarité alors qu'ils veulent rehausser les couleurs de notre pays. Je pense très sincèrement que sur le plan national, les divers responsables qui s'occupent de ces domaines devraient essayer de repérer les pépinières, de les encadrer, de les encourager. J'ai constaté qu'en Éthiopie et au Kenya, ils ont opté pour l'athlétisme. Et j'ai vu beaucoup de reportages sur la formation. J'ai constaté que l'Inde s'est concentrée sur le cricket. Les Américains sont concentrés sur le football américain et le basketball. Le basketball rapporte environ 1 milliard chaque week-end aux États-Unis. Je pense qu'on doit faire exactement la même chose au Cameroun. On doit former nos jeunes, on doit les encourager et on doit faire exactement ce qu'avait dit le chef de l'État. Je constate que tout le monde se focalise sur le football, alors qu'il y a beaucoup d'autres sports. Il y a les sports individuels, il y a les sports de combat et autres. Donc, je pense qu'il est temps de regarder tous ces secteurs. On ne peut pas être dans cette vie et ne rien faire. Parce que pour faire la boxe, il faut juste avoir un cadre. Pour faire, par exemple, le bodybuilding, il faut avoir des appareils, il faut avoir également le cadre. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire. Donc, je pense que chacun responsable dans les différents domaines, surtout le ministère des Sports, chacun doit faire son travail afin que ces jeunes soient encadrés. C'est le Cameroun qui sera honoré. Voilà. Et en attendant que les responsables aient un sursaut d'orgueil pour faire ce qu'ils doivent faire, ou alors des hommes de bonne volonté, puisqu'ils quémandent du soutien pour se rendre à Dubaï. Nous allons poursuivre avec d'autres faits qui ont marqué cette semaine. Eh bien, Kambé était en Noisy, dans la région du nord-ouest qui est marquée par des assassinats ciblés, des perturbations continuelles. Et cela dure depuis bientôt 8 ans déjà. Et donc, Kambé est désormais ciblé par les séparatistes. On l'a dit à l'entame de cette émission, des jeunes défilants ont été amputés pendant la fête. D'autres ont perdu la vie et des blessés sont en ce moment pris en charge dans des formations hospitalières. Retour sur cette folle journée du 11 février en Kambé, dans la région du Nord-Ouest.
La célébration eucharistique interrompue hier dimanche par les séparatistes à la paroisse de la mission catholique romaine de Djakiri, département du Mbuyi, région du Nord-Ouest. Tous les fidèles sont sommés de vider les lieux et de rentrer chez eux. Il leur est interdit de se rendre à la place des fêtes, apprêtée pour le défilé du 11 février, marquant la fête de la jeunesse. Que chacun rentre chez soi, allez prier à la maison. Nous vous avons interdit d'effectuer un quelconque mouvement aujourd'hui et vous nous avez désobéi. Rentrez directement chez vous. Que personne ne s'arrête au carrefour. Le 11 février n'a aucune signification pour nous. Aucune circulation n'est permise aujourd'hui. À Oudikoum, dans le Momo, l'on ignore encore la cause de l'incendie qui a ravagé les bâtiments du lycée bilingue de la localité. Certains doigts accusateurs sont pointés sur le feu de brousse et d'autres sur les séparatistes qui ne l'ont pas revendiqué. Dans le Ndonga Mantoun et au lendemain de l'attentat à la place des fêtes de Nkambe, les populations sont descendues dans les rues pour dénoncer l'incident qui a coûté la vie à un élève, blessant une cinquantaine d'autres. On a bien célébré ici à Nkambe jusqu'au dernier moment qu'il y a eu un incident malheureux. Nous condamnons ça avec notre dernière énergie. C'est Zach Babari et contre les jeunes, la jeunesse, qui sont sortis en grand nombre pour célébrer les fêtes de la jeunesse. On ne sait pas pourquoi cette jeunesse sont ciblées par ces camps de terroristes, parce que ça c'est une acte terroriste. Mais nous disons que ça va nous éveiller. Les gens de Nkambe seront éveillés plus que jamais. En guise de protestation, les femmes ont quant à elles marché pieds nus pour rejoindre leurs époux au palais royal. Ici, des incantations sont faites dans la langue locale, le liboum, prescrivant en outre la vigilance pour tous. Ceci a été précédé par une célébration œcuménique à la place des fêtes. Pour la première fois, Nkambe est frappé en plein cœur par une bombe artisanale pendant la célébration de la jeunesse le 11 février 2024. Un message symbolique et politique. Ici, le message, il est politique et symbolique. Politique dans le sens où il faut contester l'autorité de l'État, il faut contester sa territorialité, il faut contester aussi sa souveraineté. Symbolique dans la mesure où il faut créer un impact psychologique sur les populations et déconstruire tous les leviers de la confiance qui pourraient exister entre les populations et ceux qui sont chargés de leur assurer un minimum de sécurité. Cette mutation des séparatistes des zones de crise vers des zones isolées renforce les plaies déjà profondes sur le terrain, fait croître les rancœurs et diminue ainsi l'espoir d'un retour définitif de la paix dans cette région du Nord-Ouest. Ça nous montre aussi que pendant longtemps encore, on va être dans l'insécurité dans ces deux régions spécifiquement et dans les régions environnantes également. Parce que comme je le dis, il peut y avoir une mutation. Parce que l'armée maîtrise davantage les zones de crise et donc les groupes qui se multiplient, qui continuent de se multiplier, vont rechercher de nouvelles localités. Cela interpelle donc la communauté stratégique nationale à mettre en place tous les mécanismes nécessaires afin d'atteindre les objectifs qui doivent être rapidement atteints pour sauvegarder la sécurité, notamment la sécurité humaine des individus. Cet incident a fait près de 40 victimes, dont 4 grièvement blessés et 1 mort, selon le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Adolphe Lélé l'Afrique, dans sa sortie de ce lundi, annonce également l'arrestation de 3 suspects. Ils font l'objet d'une enquête très sérieuse. Nkambe, à travers cette attaque, perd ainsi sa position de refuge sûr et tranquille dans un tourbillon de crépitement d'armes et de bombes. Eh bien, retour sur ce plateau après cette succession de reportages. Eh bien, Nkambe s'est illustré par l'union sacrée des populations qui ont fait bloc contre les sirènes de la mort, et cela depuis le déclenchement de cette crise en fin 2016. David Kouyaté, cela traduit-il la possibilité pour les populations de jouer une partition importante à l'effet d'aider les forces
de défense a reculé l'ennemi dans ces derniers retranchements? Vous savez que dans le département du Dongamantoum, donc Kambe est le chef-lieu, il y a toujours eu cette union sacrée de la population. Il y a toujours eu cette obéissance de la population aux autorités, d'abord traditionnelles et administratives. Et vous savez que dans l'organisation du Grand Ouest généralement, et le Nord-Ouest, les chefferies ont des groupes qui surveillent le village. Je pense que, pour paroudir un ouvrier, un seul jour ne fait pas d'un mortel vertueux, un lâche incestueux, un perfide assassin. Lorsqu'on regarde le phénomène de la criminogénèse, il y a eu des infiltrations sûrement. Vous savez aussi qu'il y a la tentation. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Dans cette guerre, il y a un certain nombre de délinquants, il y a un certain nombre de criminels, un certain nombre de hors-la-loi qui ont érigé les rançons. Et ces rançons, il peut avoir la tentation que certains jeunes leur facilitent l'entrée en Kambe. Et je pense, sans avoir approché les enquêtes, que sûrement il y a eu des infiltrations. Ils sont passés. Parce que venir blesser une quarantaine de personnes, tuer, ça signifie qu'ils avaient très bien organisé. Ce n'est pas spontané. Alors, et puis des suspects ont été interpellés par les autorités qui font feu de tout bois pour mettre hors d'état de nuit les personnes qui perturbent la quiétude des citoyens de ce côté-là. Alors, cette semaine, et comme depuis bien d'autres, les ménages, les entreprises broient du noir, le courant électrique arrive de façon intermittente. Le ministre en charge de ce département ministériel, Gaston Elundou Essomba, cette semaine, tout précisément en début, a interpellé l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun d'user de toutes les ressources nécessaires afin que les Camerounais ne subissent plus ce phénomène. On fait la lecture de cette sortie avec Lille Piégeot. Gaston Elundou Essomba met en garde l'opérateur majeur du secteur d'électricité au Cameroun. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, dans un courrier adressé au directeur général d'Eneyo, demande la mise à contribution de la pleine capacité des centrales thermiques du réseau interconnecté Sud durant cette période en attendant l'arrivée de l'injection de l'énergie provenant de Nartigal. La mise à contribution des industries afin de réduire au maximum les coupures d'électricité auprès des ménages et épargner les zones sensibles et le fonctionnement optimal des centrales hydroélectriques. Tout ceci va, selon lui, parvenir à la réduction considérable du déficit de production actuel et à l'amélioration de la continuité du service public de l'électricité dans le réseau interconnecté Sud. Cette correspondance du ministre de l'Eau et de l'Énergie fait suite aux coupures intempestives d'énergie électrique au Cameroun et qui fait craindre des troubles sociaux. Eneyo n'a pas encore réagi, mais depuis quelques années déjà, au cours des différentes prises de parole de cette entreprise en charge de la distribution de l'énergie au Cameroun, les directeurs généraux ont toujours précisé que les centrales thermiques nécessitent d'importants frais de combustible. Eneyo, faisant dans le transport, a de sérieux problèmes de trésorerie à cause du non-paiement des factures par l'État et ses démembrements. Même si aujourd'hui, les deux entités ne s'entendent toujours pas sur le montant exact de la dette. Au niveau du barrage de Menveleu, les contraintes de production dans le système électrique causées par la baisse de l'hydrologie sur le fleuve Ntem jusqu'au mois de mars vont occasionner des rationnements du service électrique dans les régions du centre, du sud, de l'est, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun, faut-il le rappeler, est toujours dans la première phase du plan de redressement du secteur qui va de 2023 à 2030 dans le plan d'urgence transport-distribution 2023-2026. L'objectif de ce plan d'urgence est d'éviter la faillite du concessionnaire Eneyo car elle a du mal à financer ses activités. Finaliser les discussions entre Actis et la CNPS pour une éventuelle reprise des actifs et le paiement des factures des producteurs majeurs tels que la Dibamba PowerPoint Development Company, Kribi PowerPoint Development Company, EDC.
La distribution de l'énergie électrique au Cameroun subit également ce duel électrique entre la Sonatrel et Eneo, au grand désarroi des populations qui continuent à subir le diktat des coupures intempestives de lumière. Jusqu'à quand? Wait and see. Alors, face à la crise énergétique à laquelle le Cameroun fait face depuis plusieurs années, l'État a entrepris de renationaliser Eneo. David Kouaté, dites-nous, quelles possibilités l'État a-t-il à faire mieux que cette filiale du groupe d'investissement Actis, qui, à travers Eneo, possède 51%, le Cameroun a 44% dans le secteur de l'énergie électrique au Cameroun. Comment en sortir? Sur quel levier le Cameroun pourrait-il s'appuyer pour faire mieux? Avant d'aborder cet élément, je tiens à vous rappeler fermement que le fait que la Banque mondiale ait demandé à certains pays africains de privatiser les sociétés, on n'aurait jamais dû privatiser les sociétés de souveraineté, particulièrement l'énergie. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le pétrole et d'autres sources d'énergie. On ne les privatise pas. Quelqu'un d'autre ne peut pas régler votre système respiratoire à votre place. Donc, moi je pense qu'il est grand temps qu'il y ait la nationalisation. Et d'ailleurs, vous avez vu que ce soit en Iran, en 1978, avec le Shah, on avait nationalisé les sociétés pétrolières pour que l'Iran ait une certaine souveraineté. Le Cuba a fait exactement la même chose. Donc je pense que le Cameroun doit suivre cette voie. Il y a des sociétés qui doivent être renationalisées. On ne peut pas avoir un pays qui a de l'eau comme le nôtre, qui a les possibilités de produire de l'énergie fossile. Il y a suffisamment du vent, c'est-à-dire on peut avoir l'énergie éolienne. En fin de compte, c'est d'autres personnes qui gèrent ces secteurs d'activité. C'est inadmissible. Donc moi je pense que ces multinationales qui viennent nous plonger dans la souffrance et la misère, parce que parfois les gens accusent des dirigeants qui sont camerounais. Non. En réalité, lorsque une société est gérée par les étrangers, il n'y a que des faire-valoir. Je ne citerai pas certaines sociétés de téléphonie que vous connaissez très bien, ou d'autres sociétés, où nos propres frères participent à conduire la souffrance et la misère. Mais est-ce que vous croyez que ça fait plaisir à un responsable technique de faire du rationnement de l'électricité? C'est-à-dire, il sait que de 9h à 13h, ça sera telle zone. Après, ça sera telle ville. Après, ça sera tel quartier, etc. etc. Je pense qu'il faut que les gens évitent de faire goûter l'enfer aux Camerounais. Nous avons la volonté de travailler, c'est un nombre de choses à faire. Ces sociétés doivent être renationalisées. Mais le contexte est celui de déficit de trésorerie d'Eneo, qui vient d'achever l'année 2023 avec 113 milliards de francs CFA de déficit et un fonds de roulement négatif de 190 milliards de francs CFA. Les deux parties se jettent la responsabilité. De son côté, Eneo dit il y a plusieurs entreprises de l'État, les CTD, les institutions publiques qui n'ont pas payé leur consommation d'électricité. L'État, de son côté, il va vous dire par exemple que l'État a des difficultés à pouvoir payer ses fournisseurs. J'entends la Sonatrel, EDC, la SNH, ça fait plusieurs milliards de francs CFA et au final, c'est l'État qui prend en charge ces dépenses de paiement. Que comprendre dans ce ping-pong, David Kouaté, vous qui êtes expert financier? Un manque de volonté et de management. En principe, un État n'est jamais en faillite. Il y a ce qu'on appelle la continuité du service public et la continuité d'un État. En d'autres termes, même si l'État a une dette intérieure vis-à-vis, que ce soit des personnes physiques ou morales, il y a un processus pour viabiliser ces dettes à court, à moyen ou à long terme. Il y a ce qu'on appelle le principe de la titrisation. Donc, à mon humble avis, cet argument est trop léger pour qu'on puisse rejeter tous les torts sur l'État camerounais. Qu'on ne vous dise pas que pour une société commerciale, elle ne réalise pas les bénéfices et, entre-temps, il n'y a aucun processus de procédure collective d'appuiement du passif, que ce soit le redressement judiciaire ou qu'on envisage la liquidation. Il y a eu d'ailleurs une mise en demeure qui a été adressée à l'endroit du Premier ministre du Cameroun par cette société, vous vous souvenez?
par rapport au non-paiement. Madame, il manque chaud de vous dire, et avec beaucoup de véhémence, que ces états financiers, ces chiffres qui sont avancés, ce sont les gens qui ont confectionné ces chiffres qui peuvent déterminer leur véracité ou non. Les états financiers, les bilans et autres, c'est les gens qui les élaborent. Moi, je ne pense pas. Lorsqu'on regarde le fonctionnement de Eneo, lorsqu'on regarde les factures que nous payons, je ne vous dirai pas le montant que je paye, alors que je n'ai pas trop d'appareils chez moi. Je ne sais pas ce que les sociétés payent. Qu'on ne nous dise pas que ces sociétés ne sont pas en train de marcher, et entre-temps, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de banqueroute, il n'y a rien qui est déclaré. Je pense qu'il faut tout simplement renationaliser, premièrement. Et deuxièmement, il faudrait aussi que les nationaux, particulièrement les sociétés publiques, ou bien certains organismes infra-étatiques, puissent avoir l'habitude de régler leurs factures. Parce que vous vous souvenez du dossier de la Camer, c'est-à-dire on avait un robot qui allait transporter les marchandises et il se pourrait que personne ne payait. C'est-à-dire ça ressemble à ce dossier. Il faut que nous soyons dans ce que le chef de l'État a appelé le patriotisme économique. Et en renationalisant l'Eneo, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, si on ne s'abstient pas, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Avec la permission de Colin Semontoin, nous allons poursuivre au pas de course. Nous allons nous intéresser à la pénétrante est de la ville de Douala. Le chantier piétine depuis plusieurs années et on n'a pas encore atteint les 55% de taux d'exécution. Tout à l'heure des projets infrastructurels au Cameroun, eh bien, Canal 2 International Suite FM a achevé la semaine en beauté. C'était un accueil des plus chaleureux qui a été réservé à la légende Petit Pays, Rabarabi. Il a tellement de surnoms, on l'appelle également l'avocat défenseur des femmes. Une journée avec Petit Pays, je vous propose ce reportage d'Aro Nazira, notre stagiaire qui, avec son doigté et sa plume, a permis de revivre cette journée. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Quand on dit Petit Pays, qu'est-ce que ça vous renvoie? Petit Pays, ça renvoie à l'ambiance, ça renvoie à de la bonne musique, ça renvoie à de la bonne chorégraphie, ça renvoie... Cet artiste a guéri beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est un peu comme notre Michael Jackson ici au Cameroun. Donc, quand on parle de Petit Pays, nous ne pouvons que lui dresser le tapis rouge. Vous pouvez fredonner une chanson Petit Pays en 30 secondes? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas un bon chanteur, mais je ne sais pas. Ok, on a compris. Nous allons également sortir avec la Saint-Valentin cette semaine. On célébrait la fête de l'amour. Je vous propose cette plume d'Alain Juscelin Kanga qui était sur les berges de l'océan Atlantique. Le mois du carême chez les chrétiens a débuté mercredi dernier. C'était le mercredi des centres, que ce soit à Yaoundé, à Douala, partout ailleurs. Nous vous proposons cet extrait de l'abbé Chrysostome Ella qui revient sur la signification des cendres. Vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Cette semaine, on a eu droit également aux honneurs académiques à l'endroit du professeur Joseph Oona qui a tiré sa révérence il y a quelques semaines déjà. Reportage, c'était à Yaoundé. Secondes, quel souvenir vous gardez du professeur Joseph Oona? Je garde de lui le souvenir d'un grand homme. Il maîtrisait son sujet. Il avait beaucoup de volonté. Je l'ai connu d'abord en tant qu'enseignant avant qu'il ne commence à entrer dans la politique. Il a fait ce qu'il avait à faire pendant ce temps. Il a aidé le Cameroun de sa manière. Il a formé beaucoup d'étudiants. Il a été
sur le plan international, un très grand enseignant. Et je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est lui souhaiter un bon repos mérité. Repos éternel, cher professeur. C'est sur ces hommages que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous disons merci à David Kuaté, qui est expert financier agréé CEMA, qui a accepté commenter, analyser les faits marquants de la semaine. Messieurs, merci d'être venus sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Chers téléspectateurs, merci d'être toujours là, d'un dimanche à un autre. Dimanche prochain, avec le même plaisir, je me plierai à cet exercice pour vous faire vivre les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine au Cameroun et à l'étranger. Portez-vous bien, bon dimanche et à dimanche prochain.